Merci de nous faire confiance, merci de nous accompagner dans le cadre du traitement de l'information sous un prisme purement et simplement panafricaniste. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière édition de la semaine d'appel sur le continent. Direction la France, eh bien, où ce jour est le dernier jour de la campagne présidentielle d'une élection assez particulière qui qui oppose Emmanuel Macron, président sortant, à Marine Le Pen. Eh bien, ce soir, nous nous intéressons aux méthodes utilisées par ce dernier Emmanuel Macron, président sortant, pour tenter d'influencer l'électorat en vue donc de sa réélection à la tête pour un nouveau quinquennat. Du côté de la France, des pratiques peu recommandables donc pour ce genre de scrutin ont été malheureusement le leitmotiv du président sortant de la France, et on tentera de savoir s'il sera très certainement pas frappé, en tout cas d'une enquête qui tentera effectivement de mettre la lumière autour de ces méthodes qui ont donc pignon sur eux, du moins depuis le début de cette campagne électorale. Prenons la direction du Grand Zoom pour en parler justement avec vous. Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Alors, comment expliquer cette méthode, en tout cas mise en place par le président français, le président sortant, pardon, candidat investi à cette élection du côté de la France, Emmanuel Macron, pour influencer, mais surtout faire obstruction à d'autres candidats, notamment dans cette campagne de communication sur les réseaux sociaux. Bonsoir, bienvenue Gamal. Bonsoir et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron déploie des trésors de des forts pour obtenir de la part d'imbéciles tous les qui votent. On a des réels soucis avec vous, Gamal. On vous revient dans un instant de temps, justement, d'être fixé par la liaison avec vous. Allez, on retrouve donc Nestor Podassi. Nestor, merci de nous retrouver. Alors, c'est une affaire quand même assez scandaleuse, notamment d'une véritable manipulation sur les réseaux sociaux grâce à une entreprise, en tout cas en abrégé SMM, basée, qui a des locaux au Sénégal, mais surtout au Mali, qui ont donc embauché des jeunes Africains avec pour leitmotiv, on va dire, faciliter l'élection du candidat Emmanuel Macron investi à cette élection présidentielle qui est en train de connaître d'ailleurs son dernier virage du côté de la France. C'est une méthode quand même peu recommandée pour une telle élection. Malheureusement, Emmanuel Macron, candidat à cette élection-là, semble pourtant s'y appuyer. Bonsoir, bienvenue. Votre analyse autour du fait. Bonsoir. Mon frère, bonsoir à tous les techniciens d'Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à mon co-panéliste Amina Gamal. Et ce que je peux dire par rapport à ça, les Blancs sont les premiers corrompus, c'est les premiers corrupteurs. La démocratie qu'ils nous chantent matin, midi, soir n'a jamais été vraie, elle n'a jamais été sincère et elle n'a jamais été le modèle parfait pour la gouvernance du monde. Donc Macron est attrapé dans les fraudes électorales, ça ne m'étonne pas, puisque c'est ce qu'ils ont fait pour faire élire Joe Biden aux États-Unis, alors que les Africains qui ont la mentalité aliénée pensent que c'est le modèle démocratie français et américain qui est le bon, alors que les démocraties ont montré la limite. Ce n'est pas le choix du peuple, c'est toujours des magouilles, des manigances qu'ils font. Et donc déjà en France, le président est déjà connu parce qu'ils ont déjà manœuvré pour le placer déjà. Donc ça se comprend quoi, c'est très aisément que moi ce qui se passe actuellement ça ne m'étonne pas. Et dire qu'il y a des jeunes Africains payés pour ça, moi ça ne m'étonne pas non plus parce que l'Africain est capable de tout, ne soyez pas surpris. Parce qu'on ne nous a pas enseigné le patriotisme, on ne nous a jamais enseigné qu'il faut aimer d'abord le continent africain avant toute chose. Donc l'Africain n'a que actuellement, notre nouvelle génération, la majorité ne jure que par l'argent. C'est l'argent qui les guide, c'est le ventre qui les guide. Ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas d'idéologie. Parce que la jeunesse, depuis que la mauvaise démocratie est rentrée en Afrique, soit disant 91 jusqu'à aujourd'hui, et même avant 91, les élites africaines n'ont jamais enseigné le peuple noir de l'histoire vraie de l'Afrique.
Donc, ils ont passé tout leur temps à enseigner les faux histoires que les Blancs nous ont enseignées. Donc, la jeunesse aujourd'hui n'a plus de repères. Voilà, la jeunesse pense qu'il faut quelqu'un qui vient avec l'argent, c'est à lui qu'il faut obéir. Même s'il dit d'aller rentrer dans l'enfer, mais je dois prendre l'argent et puis aller rentrer. Donc, voici un peu comment la jeunesse d'aujourd'hui raisonne. Donc, si ces jeunes-là se retrouvent à battre campagne pour Macron, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, parce que nous avons vu en 2017, la plupart de la peau noire ont beaucoup battu campagne pour Macron, disant que Marine Le Pen était raciste. Mais aujourd'hui, ils s'en rendent compte que non. S'ils avaient voté Marine Le Pen en son temps, comme elle ne veut pas nous voir, allez là, nous avons déjà pris notre indépendance avec elle. Mais malheureusement, nous nous sommes laissés guider par l'argent et la flatterie et la duperie. Encore, c'est le même scénario qui veut se reproduire en 2022 parce que l'oligarchie a déjà choisi Emmanuel Macron et donc c'est lui qu'on veut me placer. Voici un peu ce que moi je peux analyser par rapport à cette situation. Vraiment, c'est triste, c'est déplorable. Donc, c'est la preuve que les Noirs ne doivent plus prendre la France comme modèle de démocratie, ni l'Amérique comme modèle de démocratie, mais nous devons tracer notre chemin à nous, notre chemin de développement à nous, sans tenir compte de leur injection, sans tenir compte de leur supercherie, ni leur duperie. Donc, nous devons ramener nous-mêmes aux Africains, savoir régler nos problèmes nous-mêmes, savoir organiser les élections nous-mêmes, ce qui est convenable et ce qui est bien pour nous. Donc c'est la preuve que la France n'est pas un modèle. La France n'a pas de leçons de morale à donner à qui que ce soit en termes d'élection ni démocratie. Donc c'est déjà connu, le candidat président Macron est un faux type. Il est pris la main dans le sac en flagrant délit. Donc pour moi, il doit être convoqué, jugé et puis même annuler ses résultats. Mais malheureusement, les gens vont alors encore applaudir et dire que non, oui, les élections étaient bien faites. Est-ce que l'Union africaine a envoyé des observateurs pour observer les élections en France? Je ne pense pas. Est-ce que la CEDEAO a envoyé les observateurs pour observer? Je ne pense pas. Pourquoi nous n'avons pas des observateurs là-bas pour vérifier si les élections sont bonnes? Et quand nous, on a des élections ici, ils envoient des observateurs. Voilà la question que je me pose. Donc, il est temps qu'on se réveille pour reconnaître que ces blancs-là sont des vendeurs d'illusions. Ils n'ont pas de morale à nous donner. Ils n'ont pas de leçons de morale de démocratie à nous donner. C'est des truqueurs d'élection. Merci beaucoup. Amina est avec nous. Amina, on vous retrouve notamment. Est-ce que vous, sur place à Bamako, vous avez assisté notamment à ces mouvements d'humeur sur ces jeunes-là qui semblent désormais être persona non grata parce que ayant sévi on va dire la mauvaise cause dans cette campagne voilà de trafic, on va dire de vote en faveur du candidat Emmanuel Macron. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir à mon frère Nestor Podassier, bonsoir à mon frère Gamal Adina, et puis je salue tous les techniciens d'Afrique Média. Je salue tous ceux qui sont aujourd'hui en commentaire maintenant, le public d'Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bon, au Mali, c'est impossible de faire une campagne ici qui concerne la France. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous ne sommes pas dans ce genre d'optique. On ne parle ni de Macron ici, ni de Marine Le Pen. Ça veut dire tout simplement que qui que ce soit Macron ou que ce soit Marine Le Pen, qui soit élu président, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est là, et c'est ce système, au lieu de combattre un homme, il est important de déraciner le système du faux général de Gaulle, faux général autoproclamé. Or, il s'agit d'un colonel qui a fait 14 ans à la tête de la République française, 14 ans de dictature sans démocratie ni rien, donc qui a mis une feuille de route au niveau de la DGSE française qui s'appelle l'accord, les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux, en gros c'est ça, mais par pays, il y a le nombre de points diffèrent, souvent c'est pas 11, souvent c'est 11, voilà. Donc c'est par rapport à cet accord que les Africains doivent apprendre à réfléchir eux-mêmes. Que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen, c'est la même chose pour nous. C'est le même calvaire et il est question ici pour l'Afrique de se débarrasser de ces colons. Donc Marine Le Pen a beau dire ce qu'elle veut, ou quand les Africains pensent
que Marine Le Pen est l'allié de Moscou. Il faut que les Africains n'oublient jamais que la France ne peut pas se nourrir. La France est un pays paresseux. La France n'a pas d'avenir sans l'Afrique. Et c'est ça l'avenir de la France, c'est-à-dire sans l'Afrique. C'est ce que nous, on doit regarder, c'est ce que nous, on doit envisager. Mais faire la campagne pour Macron, non, on préfère Macron à Le Pen. Que ce soit Le Pen ou Macron, c'est la même chose pour nous. Pour les Africains, la France doit dégager avec son système colonial de l'Afrique. C'est ça notre raisonnement, c'est ça notre combat. On s'en fout de Le Pen, on s'en fout d'Emmanuel Macron. Les accords coloniaux qui sont là, je l'avais dit un jour sur Afrique Média, que le dit président patriote Assimi Goïta était totalement sorti de là, à commencer par la dette coloniale qui n'est plus versée par le Mali à la France. Ça c'est un. Et toutes les mines d'or de la France ici ont été nationalisées suite aux conclusions des assises nationales. Et ça a été mis dans la charte de la transition qui a été révisée au sein du CNT. C'est pour ça que j'applaudis, je félicite beaucoup le digne président patriote Maliki Diaw du CNT. Voilà donc et tous les membres du CNT. Voilà, c'est un travail global. Il n'y a pas un Malien aujourd'hui qui peut oser sortir, faire une campagne pour la France. Ici, ce n'est pas un département français. Nous ne sommes pas dans ce genre d'ambiance, c'est-à-dire qu'on s'en fout éperdument de la France et tout ce qu'on est en train de faire, c'est que la France plie bagage et dégage du Mali. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Parce que avant-hier à Gossi, ou il y a 3 jours comme ça à Gossi, la France a libéré la base militaire du Mali, sa base militaire qui était installée à Gossi, et les FAMA ils ont fait descendre leur drapeau et ils ont fait ensemble monter avec les FAMA notre drapeau, et c'est l'armée malienne, nos dignes braves FAMA que je salue ici, qui ont occupé la base de Gossi. Ici, il est impossible de parler de campagne pour la France, c'est impossible. Même les politiciens qui les faisaient ne sont pas populaires du tout et beaucoup ont arrêté. Donc la France-Afrique est en train totalement de partir du Mali. Et malheureusement, ces bandits vont être logés par Bazoum, par le bandit de Bazoum au Niger. Ce 22 avril, il va faire un hold-up à l'Assemblée du Niger, parce que il y a, comment dire, à l'Assemblée du Niger, parce que il va soumettre un accord de défense très très cruel, plus cruel que celui du Mali, à son Assemblée nationale, là où il est majoritaire. Et pour Barkhane et pour Takuba, c'est simplement pour que la France puisse rester terrorisée, et les peuples maliens, et l'État malien, et les peuples du Niger, et protéger Bazoum et déstabiliser toute la sous-région, y compris les peuples de la Côte d'Ivoire, du Bénin, etc. Donc c'est ça leur plan diabolique, et y compris le Tchad, parce qu'il y a des bases militaires françaises. Comme c'est le deuxième sujet, on en reviendra. Donc c'est ce qu'il y a. Personne au Mali aujourd'hui n'accorde d'importance aux élections en France. La preuve, la dernière fois qu'il y avait un débat, un foutu débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais nous, on était en commentaire sur un débat d'Afrique Média, et d'ailleurs qui était en rediffusion. Mais moi, personnellement, je ne me suis pas gêné pour rentrer, faire mes commentaires là-bas, parce que les deux sont mauvais pour l'Afrique. Et parce qu'ils ne représentent pas l'Afrique. Ils n'ont jamais représenté les intérêts de l'Afrique. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de piller et exterminer les peuples africains, les peuples maliens et africains. Donc nous, on doit apprendre la stratégie. Donc, comme la France, c'est un coq, on prend notre couteau, on les attend. Qui que ce soit qui gagne, c'est la décapitation qui l'attend. Merci beaucoup. Merci à vous, Amina. Allez, Gamal, je vous retrouve, puisque l'élection, en tout cas pour le second tour, est prévue pour ce 24, et c'est-à-dire tel que l'on a d'ailleurs relevé des faits graves dans la démarche du candidat, Emmanuel Macron, qui, s'il venait à être élu, est-ce qu'on pourrait parler d'une élection truffée de fraude, puisqu'on a d'ailleurs observé lors du premier tour des cas de fraude qui ont été longuement relayés par la presse française. Gamal, votre micro s'il vous plaît.
Activez votre micro, Gamal, s'il vous plaît. J'ai mis le micro. D'accord. Là, vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? Allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, c'est parfait. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, voilà, pour répondre à votre question, moi, évidemment, je vis en France, donc on voit les choses, évidemment, sous un angle un peu différent. Le risque d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a mené une politique pendant 5 ans, en particulier les 3 dernières années, extrêmement difficile vis-à-vis des communautés arabo-musulmanes au sens large. Il a eu plusieurs lois qui ont été conduites, particulièrement cette fameuse loi sur le séparatisme qui pointait du doigt les communautés musulmanes au motif qu'elles seraient peut-être pas bien intégrées, qu'elles voudraient se séparer de l'État français et qu'elles seraient donc un problème. C'est un peu la droite macronienne de son mouvement, qui est un mouvement de coalition de gauche et de droite. Il a récupéré des gens du PS et de l'UMP, de l'ex-UMP. Il a donc fait une sorte de grand mouvement comme ça, dans lequel on trouve des radicaux. Et l'aile radicale de Macron a, semble-t-il, pris le pouvoir durant ces 3 dernières années. Des Aurore Berger, enfin toute une collection de personnes, des Castaner, qui ont des positions extrêmement offensives. Un fils de Harki connu qui s'appelle Darmanin, Gérald Darmanin, qui était très à l'offensive vis-à-vis de ces fameuses communautés musulmanes. Et durant donc ces 3 années, ça s'est mal passé. Sauf qu'il s'est rendu compte dernièrement qu'avec la montée en puissance du Front National, de Marine Le Pen, que j'avais toujours fait d'ailleurs, et surtout la montée en puissance d'un Zemmour, qui a apporté quand même 7% de plus, et d'un Dupont-Aignan qui compte pour 2%, eh bien cette formation politique a totalisé à elle seule au moins 35 à 40% des votes. Et les sondages ne semblent pas être très favorables. Il y a énormément de doutes quant à la réélection de M. Macron. Et donc, effectivement, il utilise toutes sortes de subterfuges. Il essaie de jouer la carte de l'apaisement vis-à-vis des musulmans. Il joue la carte de la modération par rapport à la question du voile. Il joue la carte aussi de la modération par rapport à sa politique très libérale qu'il a conduite en France pendant chaque année. Et surtout, il donne les sentiments qu'il y a un monstre. Alors, il ne se trompe pas. Marine Le Pen est effectivement la fille d'un monstre. Elle est fille d'un tortionnaire colonialiste qui a fait la guerre en Indochine, en Égypte, en Algérie. Donc quelqu'un qui s'inscrit complètement dans le pacte néocolonialiste français qui voudrait faire de la France un grand empire international. Il se trouve qu'il est un homme raciste, très violent, et qu'aujourd'hui, elle représente effectivement la partie la plus inquiétante de la politique française. Alors beaucoup de gens issus d'immigration africaine ont tendance aujourd'hui, en pensant que Macron est quelqu'un de détestable, et ça on peut le penser, c'est pas le problème, à se dire que Le Pen finalement c'était pas si grave que ça, sauf que malheureusement on se rend bien compte que Le Pen c'est une tradition de 50 ans, puisque son parti a été fondé en 72, une tradition de 50 ans de violence sur le terrain. Il y a eu beaucoup de morts, Comoriens, Algériens et j'en passe, qui ont subi à la suite des manifestations pour nationales des agressions et des violences qui ont conduit à la mort. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas ça. Quand on parle d'extrême droite, on parle non seulement d'une politique néo-colonialiste avérée et puissante, elle dit directement avec l'Algérie en détention, elle l'a annoncé, et en même temps, on parle d'une politique nationale vis-à-vis des issues d'immigration africaine, qui sera aussi violente, parce que sa police, on estime qu'il y a entre 60 et 80% des policiers français qui sont favorables au Front National. S'ils ont un signal aussi fort que cette femme à la tête de l'État français, il y aura des conséquences lourdes et il y aura des violences encore plus aggravées que ce qu'on connaît actuellement. Il faut savoir qu'en 30 ans, on a près de 600 morts dans les jeunes issus d'immigration. Donc la question qui se pose par rapport au rapport africain, c'est de penser, est-ce que Macron sera meilleur ou pire que Le Pen? Bien moi, j'ai tendance à penser que Macron, qui travaille pour la France, ça reste une vision impérialiste, de toute façon finira par se retirer. Alors que par contre, Marine Le Pen n'a aucun intérêt à se retirer. Elle sait que les approvisionnements français se font pour l'essentiel en Afrique, dans la zone en question du Mali, du Niger. Elle sait qu'elle aura des tensions avec l'Algérie parce qu'elle a immédiatement démontré sa haine des Algériens, elle ne le cache même pas. Et elle sait surtout que de toute façon, la France néocoloniale doit, pour sortir de la difficulté économique dans laquelle elle se trouve actuellement, s'appuyer sur ses ex-colonies, faire en sorte de pérenniser le pillage d'Afrique. Alors, on ne faut pas attendre des miracles de la part d'un Emmanuel Macron qui n'a pas été éduqué dans une culture coloniale, mais qui est dans un système impérial français, qui est toujours présent. Mais il faut surtout pas espérer d'espoir vis-à-vis de Le Pen. Donc, pour répondre à votre question, Macron est inquiet parce qu'il sent bien que dans les sondages, Le Pen est monté en puissance en dépit de son calamiteux débat face à Macron. Elle est extrêmement mauvaise, elle ne maîtrise pas ses données, pas un petit point, elle a aucun niveau, mais il sent qu'il y a une fébrilité. En dépit de ce calamiteux débat, elle garde quand même certains liens populaires. Parce qu'on a l'impression que c'est une femme qui a été trahie, que c'est une femme qui finalement a changé, que sa formation politique est beaucoup plus respectable, ce qui n'est pas le cas. Donc il est inquiet de ça parce qu'il n'est pas certain d'emporter la victoire. Alors, la probabilité est très élevée, c'est vrai,
mais ça va se jouer sur un pourcentage de 2 ou 3%. Et si par contre il perd devant Le Pen, là il se retrouve dans l'opposition effectivement, et le pays ne sera plus gérable. On ne peut pas composer avec l'extrême droite parce que l'extrême droite veut s'accaparer tous les pouvoirs. Donc n'oublions jamais une chose. La fille de Jean-Marie Le Pen, tortionnaire, a indiqué en dans la haine de l'Africain au sens large. La fille de Jean-Marie Le Pen n'a jamais caché sa volonté d'en finir avec l'immigration et de remigrer, c'est comme ce qu'ils disent, donc dégager en gros les immigrés. La fille de Jean-Marie Le Pen n'hésitera pas non plus à spolier les travailleurs africains, au sens large algériens, maliens, mauritaniens, qui travaillent pour leur pays d'origine, qui transfèrent les capitaux, parce qu'elle a dit elle va arrêter ça. Si on ne récupère pas les immigrés dont elle ne veut pas, elle coupera le flux financier de ces travailleurs qui, je rappelle, travaillent et gagnent leur propre argent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Macron va utiliser des méthodes très marketing américaines. Il va peut-être y avoir des magouilles, mais je ne crois pas du tout, vu qu'elle est arrivée au second tour, je ne crois pas qu'il y ait eu à ce point des fraudes. La France reste quand même un pays sous contrôle de surveillance. Le Front National va arriver dans un pays, s'il arrive au pouvoir, où 10% de la population sont d'origine africaine, et si jamais, effectivement, cette formation politique arrive au pouvoir, les conséquences vont être graves sur le plan national, évidemment, je serai le premier à le ressentir, mais sur le plan international. Ce ne sont pas des modérés, ce sont des radicaux qui ne cherchent pas à composer ou négocier, et qui y vont par la force. Marine Le Pen est la fille d'un homme qui s'est engagé militairement pour faire la guerre en Asie, en Égypte, en Algérie, donc c'est des gens qui ont une tradition de violence connue, et elle n'hésitera pas à envoyer ses forces pour donner le coup de poing à l'Afrique en dépit de ce qu'elle raconte comme histoire. Ne faites pas confiance en cette femme. Je ne dis pas que Macron est un ange, loin s'en faut, mais avec Macron, il y a une possibilité de négocier un rapport de force qui est en train de s'installer en plus avec la Russie. Avec Le Pen, il n'y aura pas de négociation. Il y aura de la violence immédiatement parce que ce sont des gens qui ont une tradition violente depuis toujours. Ça fait 50 ans que le Front National a été fondé en 72. Il y a 20 ans, Le Pen arrivé au pouvoir, enfin arrivé aux portes du pouvoir, ça a été un choc. Aujourd'hui, c'est banalisé. On trouve normal de voir une Marine Le Pen au second tour. Elle peut tranquillement faire campagne, mais les discours sous-jacents sont toujours les mêmes. Sa cible prioritaire et absolue, ça reste les gens issus de l'immigration africaine. Et ça, c'est une chose qui peut être inquiétante. Alors après, évidemment, Macron va utiliser des méthodes diverses, mais il n'en demeure pas moins que le risque n'est pas côté macronien et côté Le Pen. Gamal, je vais rester avec vous pour sortir certainement définitivement de cette actualité-là. Il y a quand même que le bilan du candidat sortant Emmanuel Macron, il est j'ai peur de dire calamiteux, mais il est quand même assez difficile à défendre. D'ailleurs, le concerné, vous l'avez si bien dit, n'a pas pu se défendre en tout cas ce bilan-là devant Marine Le Pen. Il y a que après le premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait semblait donner une consigne de vote en faveur de Emmanuel Macron. Est-ce que, Gamal, à votre avis, tout cela va se jouer justement sur des détails comme cela, comme vous savez d'ailleurs le dit tout à l'heure, qu'il n'y aurait certainement pas un écart très distant entre les deux candidats pour ce second tour? En gros, je vais faire la chose très simple. Le Pen faisait 19% au second tour face à Chirac. Le Pen 10, donc sa fille, a fait 35% au second tour, ce qui est énorme, hein, pour un parti raciste et extrémiste. Et là, elle risque de faire entre 45 et 49%, sinon la victoire. Parce qu'il y a toujours cette marge d'erreur. Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de vote en faveur de Macron, il ne peut pas le faire parce que c'est son ennemi politique. Mais il a dit qu'il ne fallait pas donner une voix à Le Pen. C'est une chose qui est importante. Il laisse la liberté à ses militants de choisir entre s'abstenir ou voter Macron. Évidemment pas Le Pen. Ce qui se trouve, c'est que on estime que 30% des Mélenchonistes pourraient voter Le Pen. C'est vraiment la partie du doute très importante. Ce qui correspond en gros à 2-3 millions de personnes, ça lui donne la victoire. Et effectivement, le bilan de Macron est calamiteux. Il y a plusieurs éléments. On se rappelle des gilets jaunes, on se rappelle des crises sociales, syndicales, on se rappelle surtout de la crise sanitaire, qui est plus évidente. On se rappelle de la façon de gérer l'État, de façon très autoritaire, il faut lui reconnaître que malheureusement il a une tendance à l'autoritarisme. On se rappelle d'attitudes très souvent assez méprisantes, parce que c'est un homme qui a effectivement un certain niveau, mais qui a tendance à prendre les gens un peu pour les imbéciles. C'est un peu dommage parce que ça a le coup de sa base. Après, on sait aussi que Macron est un très bon communicant et qu'il a une grande assise populaire. C'est pas un homme qui est détesté parce qu'il est jeune, parce qu'il a une tête presque de jeune américain playboy, parce qu'il plaît beaucoup dans cette façon ce petit zozotement qui a un peu frontal côté homme qui fait semblant d'être plus
plutôt proche des gens et de leurs difficultés. Il dit beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Dans les faits, c'est moins évident. Il y a un bilan calamité. Il y a des choses positives aussi, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, la relation avec l'Algérie, il a essayé d'apaiser au mieux. Il a fait plus que tous les autres présidents qui l'ont précédé en 60 ans. La relation sociale, effectivement, il a levé certains impôts. C'est vrai, il a donné la gratuité pour les yeux et pour les dents des personnes âgées. C'est des choses qui ont existé. Et en même temps, il y a cette gestion calamiteuse qui est consécutive de succession économique et sanitaire qu'il ne pouvait pas prévoir. Mais là où il a eu à tort, c'est cette façon de gérer la population en la regardant c'est ça l'image qui est délétère, quand il y a de dossiers qui maîtrisent parfaitement ces dossiers, en même temps, d'avoir un professoral vis-à-vis d'une fille qui, elle, ne maîtrise rien. Elle a eu 5 ans pour apprendre l'économie, elle n'a pas appris. Donc c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le risque Macron va être accru, est-ce qu'il sera meilleur ou pire? Je ne crois pas qu'il peut pas être meilleur parce que malheureusement la situation n'est pas bonne, mais qu'est-ce que ça donnera de sa relation avec Poutine? Pour le moment, j'allais dire qu'il a quand même quitté Mali, c'est déjà un signe positif, qu'il essaie d'apaiser la relation avec l'Algérie, qu'il n'est pas en frontal avec la Russie. Ça n'aurait pas été le cas avec d'autres. Maintenant, la question que vous posez, c'est Mélenchon. Le vote Mélenchon, c'est quelqu'un qui aura imposé un peu l'attention. C'est pas tout Mélenchon, c'est la question du Mali, pas bon. Mais, sur la question sociale, sur la question de la relation avec les pays étrangers, il aurait été beaucoup plus modéré. Alors c'est vrai que Mélenchon a raté son entrée dans le jeu. Il peut espérer dans le second temps obtenir la majorité au législatif s'il fait une alliance avec la gauche. Macron le sait, Macron a besoin de calmer son aile droite. Et si Mélenchon est fort, Macron sera d'autant plus raisonnable. Par contre, avec Le Pen, il n'y a aucune possibilité de négociation parce que, évidemment, l'ONU ne se mélange pas. Mélenchon ne composera pas avec elle si jamais elle arrive au pouvoir, et Macron non plus. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que fera Macron après l'élection extra-mûre. Seul Dieu le sait. Merci à vous, Gamal Abina, même si vous avez semblé tout à l'heure minimiser les cas de fraude d'ailleurs observés lors donc de ce premier tour qui a donc vu notamment Marine et Emmanuel passer. Donc notamment il y a d'ailleurs le site Europe Premier donc qui laissait entendre d'ailleurs que d'ailleurs plus de 10 000 votes avaient été d'ailleurs annulés dans toute la France lors de ce premier tour. C'est d'ailleurs le bilan des fraudes. Parfois d'ailleurs. Tout à fait. Donc ce qui laisse quand même croire qu'il y a des risques, Gamal, que l'on puisse tomber dans le même travers pour ce second tour. D'ailleurs, du côté de la part de Calais, où le maire avait d'ailleurs... Je peux vous répondre là-dessus. Je peux répondre là-dessus. Allez-y, Gamal. Vous avez évoqué les votants. Alors là, oui, je vous dis une chose, c'est bien que vous ayez parlé de ça parce que je ne pensais pas à cette question-là. C'est bien de l'avoir rappelé. Effectivement, il y a eu un problème. On ne parle pas de fraude, on parle de manœuvres grossières. On a écarté des milliers de personnes, enfin des dizaines de milliers de personnes au vote. C'est vrai, j'y ai assisté, où des gens étaient effacés des listes électorales. Ça, c'est une manœuvre qui a été défavorable à Mélenchon. Il faut savoir, ça s'est particulièrement vérifié dans les quartiers populaires. C'est vrai que là, on peut s'interroger sur la méthode. Et effectivement, bon, 10 000 personnes, c'est pas mal, c'est important, ça fait pas la différence, mais ça pose problème en termes démocratiques. Et effectivement, vous faites bien de rappeler que là, beaucoup de votants ont été floués par rapport à ces questions-là. Mélenchon a perdu avec 400 000 voix, 10 000 n'aurait pas fait la différence, mais c'est vrai qu'il fallait rappeler qu'il y a eu des gens qui ont magouillé, c'est des choses que la France n'est pas un exemple irréprochable en démocratie. Pour vous donner un exemple très simple, parce que là, on va en parler de ce qui fâche. Moi, je critique le système des 500 signatures qui interdit la démocratie à des gens du peuple pour se présenter. Parce que si vous ne connaissez pas les maires des élus, vous n'aurez jamais le droit de vous présenter dans une élection qui se dit démocratique. Donc la question démocratique en France est interrogée par rapport aux 500 signatures qui sont une confiscation de la. D'accord. Merci à vous, Gamal, et messieurs. On va